Septième morceau, les djembés, le retour. On retrouve dans cette pièce tous les ingrédients qui ont fait le succès de l'ensemble national des percussions de Guinée. La scénographie et les déplacements ont une grande importance, car elles permettent une plus grande lisibilité, une plus grande compréhension pour le spectateur qui est guidé de façon subliminale, non narrative, sur ce qu'il doit regarder et apprécier. Elle apporte aussi beaucoup à la respiration du morceau en alternant des moments de danse inattendus. La forme en V est idéale, et le nombre d'artistes aussi, 7. Comme les 7 Hathors de la déesse égyptienne offrant 7 âmes, les 7 chakras de la tradition hindoue, les 7 branches du chandelier de la tradition biblique, les 7 marches de la ziggourate babylonienne, etc., etc. Comme une sorte de réceptacle qui partirait du fond de la scène et dont la partie évasée serait au devant de la scène. Cette forme porte le soliste dans l'idée d'un réceptacle et non à partir d'une forme pyramidale qui ne valoriserait que le soliste. Dans cette forme, c'est tout le groupe qui porte le soliste. L'énergie circule et il est demandé aux artistes de concentrer toute leur attention sur l'intention de porter le soliste. C'est très important et même déterminant. John Coltrane disait qu'il n'y a pas de soliste s'il n'y a pas derrière de solides sidemen, accompagnateurs qui le portent. Pas de bon soliste sans de solides accompagnateurs concentrés et motivés. D'autre part, cette disposition scénographique permet aux musiciens de mieux entendre la rythmique du dunun et du kenkeni, la colonne vertébrale du rythme, pour une meilleure diffusion des sons. Les graves puissants du dunun sont au loin, vient ensuite le son médium grave du sangban, le son médium aigu des djembés, et enfin le son du kenken, la cloche aiguë du kenkeni, mélangée au sonaille aigu des djembés. À ce propos, afin d'aller dans le sens d'une réappropriation de la musique traditionnelle, nous allons progressivement augmenter le nombre, la taille et la sonorité des sonailles du djembé, aujourd'hui devenues purement décoratives quand elles n'ont pas disparu, afin de leur redonner leur utilité première, le bourdonnement d'abeilles, cher aux déesses mères de l'ancienne Égypte. Grave égale dunun, médium grave égale sangban, médium aigu égale djembé, aigu, kenken et sonaille. Au moment du solo de dunun, c'est l'inverse qui est mis en place. Une pyramide se constitue, terminée à son sommet par le joueur de dunun. Les joueurs de djembé se retournent, regardent le dunun et le son change. Il devient évident pour le spectateur que l'action se déroule au fond de la scène. C'est alors aux joueurs de dunun de jouer quelque chose d'intéressant, de ne pas sortir du rythme, de faire œuvre de créativité, sans se perdre dans une surenchère de démonstration. Pour les solis de djembé, c'est le grand axe de travail sur lequel nous travaillons, le plus délicat. Comme il a été précisé dans le texte de présentation de la première partie de djembé, nous demandons aux artistes de dissocier le moment de l'animation, où ils font de courtes phrases spectaculaires liées à des mouvements de bras qui sont devenus obligés dans le jeu de djembé de ballet, et qui est le reflet de leur apprentissage mimétique. Ils ont toujours vu les batteurs de ballet jouer ainsi, ils jouent donc de la même façon, sans se poser de questions, et sans connaître la réelle signification de ces gestes. Du moment musical, où ils doivent laisser parler le djembé, sans rupture dans le discours musical et sans geste parasite. C'est très nouveau pour eux et difficile à conceptualiser, tellement contre nature qu'il leur faudra un peu de temps pour digérer cette nouvelle forme de jeu. Pour ce faire, il faut que la machine rythmique qui les porte soit sans faille, qu'elle développe une énergie telle qu'elle puisse être ressentie à la fois par les musiciens, mais aussi par les spectateurs dans une sorte de symbiose. Il s'agit d'une alchimie très fragile, qui doit être parfaitement contrôlée. La moindre erreur, le moindre détail occulté, peuvent mettre en péril un édifice qui ne tient que par l'addition de multiples facteurs. Chaque musicien doit être parfaitement accordé avec le reste du groupe, un peu comme une guitare à 7 cordes, dont chaque corde, accordée selon une tonalité différente, permettra l'accord parfait. Peut-être faut-il inventer une nouvelle façon de jouer le djembé, ou plutôt de revitaliser une manière de jouer, d'appréhender l'instrument,
sous peine de disparition ou d'édulcoration, de dilution programmée à moyen terme. Le blocage ne termine pas sur les temps mais reste en l'air, en suspension. Comme si les artistes confiaient le rythme aux dieux, comme s'ils l'avaient emprunté, le temps du spectacle, comme s'ils le laissaient dans l'air afin de mieux le ressaisir lors de leur prochain jeu. Dans l'idée que le rythme est toujours là. Il s'est nourri des milliers de musiciens qui l'ont emprunté, et le musicien n'a que se connecter avec l'histoire de ce rythme et se laisser porter. Il pourra ainsi d'autant plus laisser parler le djembé qui a tant à nous raconter. Dans le premier rythme, Triba, nous avons demandé aux solistes de faire le solo à deux, ensemble, mais pas dans une joute de gros bras, plutôt dans le sens d'une musicalité à deux, ce qui ne les empêche pas de s'amuser quelque peu. Pour tout dire, le rythme est trop rapide par rapport au tempo des répétitions. C'est encore un travail important sur le respect des cadences que nous devons faire avec les artistes les moins expérimentés, car toujours, ils courent après le temps. C'est la grande maladie du djembé moderne. Toujours plus fort, toujours plus vite et toujours plus d'animation. La trilogie infernale du tout spectaculaire. La prison dorée du djembé moderne. Quant au dernier morceau, il s'agit d'un kawa, sérieusement revisité façon ballet. Mais terminer le spectacle par deux rythmes ternaires n'est pas anodin. Le ternaire, surtout quand il exulte dans tout l'éclat de sa polyrythmie, élève l'esprit et le corps et laisse le spectateur dans les étoiles. Nous laisserons au binaire l'illusion calculée du festif et l'enfermement à sa seule contingence terrestre. La fin de ce spectacle est un appel au rêve, à l'élévation, à une forme de transcendance, d'ouverture à l'autre, aux autres, à la résonance. Ceux qui ont eu la chance d'assister au spectacle de l'Ensemble national des percussions de Guinée entre 89 et 95 se souviendront que nous avions le sentiment d'être collés au fauteuil, tellement l'énergie développée était phénoménale. Cette énergie était physiquement palpable. Elle n'était pas subjective, pas liée à des référents culturels ou émotionnels. Elle était bien objective. Tous les publics, dans le monde entier, la ressentaient de la même manière. Nous en avons fait l'expérience 1000 fois. Cette énergie que les artistes contrôlaient parfaitement était le résultat d'une réflexion et d'un travail d'accordage, d'équilibrage. Certains d'entre eux ne s'appréciaient pas plus que ça en dehors de la scène et n'avaient quasiment pas de vie sociale commune. Et pourtant, quand ils étaient sur scène, cela n'avait aucune incidence sur leur jeu. Bien sûr, ils étaient des professionnels aguerris dès leur plus jeune âge, habitués aux tournées internationales et aux exigences que cela impose. Bien sûr, ils étaient conscients d'appartenir à l'élite des percussionnistes guinéens. Mais j'ai toujours été surpris par cet état de fait. Comment arrivaient-ils à une telle maîtrise de leurs émotions sur scène, avec si peu d'amitié entre eux, voire une certaine inimitié dans certains des cas, dans la vraie vie? J'en reviens à l'idée que la polyrythmie a sa propre énergie, et qu'il suffit de mettre en œuvre ses multiples composantes pour qu'elle prenne toute sa dimension transcendantale. La fragilité de sa mise en œuvre, sa relative complexité ne fait qu'accentuer ce phénomène intangible de funambulisme. La polyrythmie marche sur un fil, que le moindre coup de vent peut déstabiliser. Qu'est-ce qui est le plus important? Le fil, le funambule ou l'air qui l'entoure? C'est un peu comme une recette de cuisine. Tout le monde la connaît, tout le monde connaît ses ingrédients, mais combien vont la réussir?